en lisant sur le perron, par un après-midi, on se disait c'est si bon, se retrouver entre amis, assis l'un contre l'autre, pour s'occuper des autres, on se fait des accroires, en se contant des histoires. Nous vous présentons un extrait du roman Le Tango de la vieille garde de l'écrivain Arturo Pérez Reverte. Dans cette histoire, on retrouve Max, qui est un danseur mondain, en fait, qui séduit les femmes par la danse, un spécialiste du tango. Ils sont sur un bateau, une croisière qui les amène en Argentine. C'était très agréable. Pour moi aussi. Il y a longtemps que vous êtes danseur professionnel? 5 ans, mais pas tout le temps. C'est un travail. Distrayant? Ce n'est pas le mot que je cherchais. Vraiment pas. Je voulais dire un travail occasionnel. Il résout certaines choses. Quel genre de choses? Eh bien, comme vous voyez, il permet de voyager. Pour un travail occasionnel, vous le faites bien. Les premières années, c'était un travail régulier. Ah, où cela? Des hôtels chics à Paris pendant l'hiver, Biarritz, la Côte d'Azur à la belle saison. J'ai aussi travaillé un temps dans des cabarets de Montmartre. Ah! Nous nous y sommes peut-être croisés? Non, je m'en souviendrai. Que vouliez-vous me dire tout à l'heure? Que je n'ai jamais, avec personne, dansé un tango aussi parfait. Oh, vraiment? Vous êtes bien aimable, monsieur. Max, c'est bien votre nom? Oui. Alors soyez assuré que je suis sensible aux compliments. Mais ce n'est pas un compliment. Vous savez que ce n'en est pas un. Mon mari est compositeur. La musique, la danse me sont familières, mais vous êtes un excellent cavalier. Il n'y a qu'à se laisser mener. Vous ne vous laissiez pas mener. Vous meniez vous-même tout autant. J'ai l'expérience de ces choses. Oui, je suppose que vous l'avez. Vous fumez? Pas maintenant, merci. Vous permettez? Oh, mais je vous en prie. Ah! Des Égyptiennes? Non, des Abdul Pacha, turcs, avec un soupçon d'opium et de miel. Dans ce cas, j'en accepterai bien une. Oh, merci. Il se pencha, la boîte d'allumettes dans les mains, protégeant la flamme au creux de ses doigts pour lui donner du feu. Puis il alluma la sienne. La brise emportait la fumée très vite, empêchant de la savourer. Sous la cape de fourrure, la femme semblait trembler de froid. Max désigna l'entrée du salon d'hiver tout proche, un espace en forme de serre, avec un grand lustre pendant du plafond, meublé de fauteuils en osier, de tables basses et de pots plantés de palmiers. Danser en professionnel, c'est quand même étrange pour un homme. Je ne vois pas beaucoup de différence. Comme vous voyez, nous aussi, nous pouvons le faire pour de l'argent. La danse n'est pas toujours passion ou divertissement. Est-ce que ce qu'on dit est vrai, que c'est quand elle danse qu'une femme révèle son caractère avec le plus de sincérité? Parfois, mais pas davantage qu'un homme. Vous êtes le premier danseur professionnel avec qui j'échange plus de 2 mots. Merci et adieu. J'ai aimé danser avec vous. Et moi de même. Ah, je le referais bien encore si l'orchestre continuait à jouer et s'il y avait du monde dans la salle de bal. Rien ne vous empêche de le faire quand même. Pardon? Je suis sûr que vous êtes capable d'imaginer la musique. Vous ne manquez pas d'audace? Pourriez-vous le faire? Mais bien sûr que je pourrais. Je suis l'épouse d'un compositeur, souvenez-vous. J'ai la musique dans la tête. Est-ce que Malayunta vous conviendrait? Vous connaissez l'air? Parfaitement.
Max éteignit sa cigarette, puis tira sur son gilet. Elle resta figée un instant. Elle avait cessé de sourire et l'observait d'un air intrigué depuis son fauteuil, comme si elle voulait s'assurer qu'il ne plaisantait pas. Elle posa enfin son fume-cigarette maculé de rouge sur le cendrier, se leva très lentement et sans cesser de le regarder dans les yeux, posa la main gauche sur son épaule et la droite dans celle qu'il lui tendait. Elle resta ainsi un moment, debout et sereine, très sérieuse, jusqu'à ce que Max, après avoir pressé avec douceur 2 fois ses doigts pour marquer la première mesure, penche un peu le corps d'un côté, puis passe la jambe droite devant la gauche, et tous les deux évoluèrent en silence, enlacés, et les yeux dans les yeux, au milieu des fauteuils d'osier et des pots de palmier du salon. Nous vous présentons un extrait d'un livre d'Amélie Nothomb, Robert des noms propres. Il s'agit de Plectrude et sa mère. Plectrude est une danseuse et elle aura un échange très dur avec sa maman. Plectrude tomba sur son lit et pleura autant que l'on peut pleurer. Elle s'endormit. Quand elle s'éveilla, elle sentit un phénomène invraisemblable. Elle avait faim. Elle demanda à Béatrice, sa sœur, qui entre-temps était rentrée, de lui apporter un plateau. « Victoire !» applaudit sa sœur, qui ne tarda pas à lui ramener du pain, du fromage, de la compote, du jambon et du chocolat. La petite ne prit pas ce dernier qui lui rappelait trop le récent vomissement. En compensation, elle dévora le reste. Béatrice exultait. L'appétit était revenu. Ce n'était pas de la boulimie, mais de saines fringales. Elle mangeait 3 copieux repas par jour, avec une attirance particulière pour le fromage, comme si son corps la renseignait sur ses besoins les plus urgents. Son père et ses sœurs étaient ravis. À ce régime, Plectrude reprit rapidement du poids. Elle retrouva ses 40 kilos et son beau visage. Tout allait pour le mieux. Elle parvenait même à ne pas éprouver de culpabilité, ce qui, pour une ancienne anorexique, est extraordinaire. Comme elle l'avait prévu, sa guérison guérit sa mère. Celle-ci quitta enfin sa chambre et revit sa fille, qu'elle n'avait plus aperçue depuis le jour où elle avait vomi. Elle la regarda avec consternation et s'écria « Tu as grossi? » « Oui, maman. »« Mais quelle idée! Tu étais si jolie avant! » »« Tu me trouves pas jolie comme ça. »« Ben non, tu es grosse! »« Enfin, maman, je pèse 40 kilos. »« Ben c'est bien ce que je disais, tu as grossi de 8 kilos. »« Oh, ben j'en avais besoin. »« Ben c'est ce que tu te dis pour avoir bonne conscience. Tu avais besoin de calcium, pas de poids. Si tu t'imagines que tu as l'air d'une danseuse maintenant... » Mais maman, je ne peux plus danser. Je ne suis plus une danseuse. Sais-tu combien j'en souffre, hein? Ne retourne pas le fer dans la plaie. Si tu en souffrais, tu n'aurais pas tant d'appétit. Le pire était la voix dure avec laquelle cette femme lui asséna son verdict. Pourquoi me parles-tu comme ça? Ne suis-je pas ta fille? Tu n'as jamais été ma fille. Clémence lui raconta tout. Lucette, Fabien, l'assassinat de Fabien par Lucette, sa naissance en prison, le suicide de Lucette. Mais qu'est-ce que tu racontes? Demande à ton père, enfin, à ton oncle, si tu ne me crois pas. Mais pourquoi me dis-tu ça aujourd'hui? Ben, il fallait bien te l'avouer un jour, non? Bien sûr, mais pourquoi de cette façon si cruelle? Jusqu'ici, tu as été pour moi la meilleure des mères. Là, tu me parles comme si j'avais jamais été ta fille. Mais parce que tu m'as trahi. Tu sais combien je rêvais que tu sois danseuse. J'ai eu un accident. C'est pas de ma faute. Si, c'est ta faute. Si tu ne t'étais pas stupidement décalcifiée. Mais je t'avais parlé de mes douleurs aux jambes. Oh, c'est faux.
Si je t'en avais parlé, tu m'avais même félicité pour mon courage. Ah, tu mens! Non, je mens pas. Hein? Tu trouves que c'est normal? Une mère qui félicite sa fille d'avoir mal aux jambes? C'était un appel au secours et tu l'as même pas entendu. C'est ça! Dis que c'est de ma faute! La mauvaise foi de Clémence laissa Plectrude sans voix. Nous vous présentons un extrait du roman On achève bien les chevaux de Horace McCoy. C'est un roman qui a été popularisé surtout parce qu'il a été adapté au cinéma avec Jane Fonda et Michael Sarrazin. L'histoire en fait est assez simple. C'est un jeune homme qui, avec une partenaire de danse seulement pour l'occasion, qui s'appelle Gloria, ils vont aller à un marathon de danse. Ce sont deux paumés qui essaient de se faire de l'argent de cette façon-là. Et dans l'extrait qu'on aura, en plus, il y aura Rocky, l'organisateur du concours, qui va venir faire un tour, et une autre participante qui va se joindre à un moment donné au texte. Ils nous donnèrent à Gloria et à moi 3 paires de chaussures, 3 pantalons de flanelle grise et 3 sweatshirts portant au dos la réclame de leurs produits. J'avais engraissé de 5 livres depuis le début du concours et je commençais à croire que nous avions peut-être une chance de gagner le fameux prix de 1000 $ après tout. Mais Gloria était très pessimiste. Qu'est-ce que tu vas faire quand ça sera fini? Ben, à quoi se tracasser à l'avance? C'est pas encore fini. Je vois pas ce que t'as à te lamenter. On est bien parti, mieux qu'on n'a jamais été. Au moins, on est sûr de pas crever de faim. Je voudrais être morte. Je voudrais que Dieu me foudroie à l'instant. Un de ces jours, Dieu va te prendre au mot. Ah ben, je voudrais qu'il le fasse. Si seulement j'avais le courage de le faire à sa place. Ah, si on gagne ce truc, tu pourras prendre tes 500 $, t'installer quelque part, tu pourras te marier. Il y a toujours un tas de types qui demandent qu'à se marier. T'as jamais pensé à ça? J'y ai pensé plus d'une fois, mais jamais je ne pourrais épouser le genre d'homme qui me plairait. Ceux qui voudraient de moi seraient juste ceux qui ne me plairaient pas. Un voleur, ou un maquereau, ou autre chose. Je vois pas ce qui peut te rendre aussi morbide. Tu vas aller mieux dans 48 heures. À ce moment-là, tu verras les choses autrement. Mais ça n'a pas de rapport avec ce que tu penses. Ça ne me donne pas la migraine. Non, non, ce n'est pas ça. Tout ce business, c'est un manège de chevaux de bois. Quand on va s'en aller, on en sera exactement au même point qu'avant. Bon, on a mangé, dormi. Et après, à quoi ça t'avance, puisque tu ne fais que retarder quelque chose qui est forcé d'arriver? Hé! Venez me voir ici! Dites donc, les enfants, qu'est-ce que vous diriez d'un petit extra de 100 $? Ben, en faisant quoi? Eh bien, les amis, il m'est venu une idée épatante, seulement voilà, j'ai besoin d'un petit coup de main. Ben, mettez-la en musique, puis n'en parlons plus. Comment? Rien. Vous disiez que vous aviez besoin d'un petit coup de main, M. Rocky. Je voudrais vous voir vous marier tous les deux ici, mes enfants, un mariage public. Nous marier? Minute, vous affolez pas, ça n'a rien de tragique. Je vous donne 50 $ par tête de pipe et après le marathon, vous pourrez divorcer si ça vous chante. Pas nécessaire que ce soit permanent, s'agit simplement d'un truc spectaculaire. Qu'en dites-vous? Je dis que vous êtes cinglé. Elle veut pas dire ça, M. Rocky. Et comment que je le veux? J'ai rien contre le mariage, mais tant qu'à faire, hein, vous pourriez me dégoter un Gary Cooper ou un gros producteur, ou bien un metteur en scène. Je ne veux pas épouser ce gars-là. J'ai déjà assez de mal à m'en tirer toute seule. Ça n'a pas besoin d'être permanent, c'est simplement un truc spectaculaire. Naturellement, la cérémonie, il faut que ce soit régulier. Faut ça pour attirer les clients. Mais vous n'avez pas besoin d'un mariage pour attirer les clients. Vous allez bientôt être obligé de les mettre dans les lustres si ça continue. Ça leur suffit pas comme spectacle de voir ces pauvres minables se ratatiner tous les soirs sur la piste de danse. Vous ne voyez pas mon point de vue. Et comment que je le vois? Je vois même beaucoup plus loin que vous. Vous voulez faire du cinéma? Eh bien, voilà une occasion! J'ai déjà seté le truc avec un tas de maisons de commerce qui vous fourniront votre robe de mariée, vos souliers, un institut de beauté pour bien vous arranger. Il y aura une flopée de metteurs en scène et des superviseurs dans la salle. Tous n'auront Dieu que pour vous.
Qu'est-ce que t'en dis, petit, hein? J'en sais pas trop. Il dit non. Très bien. Si vous ne savez pas quoi faire de 100 $, il y aura d'autres personnes qui seront bien contents de les prendre. En tout cas, tu auras toujours gagné de savoir qui porte la culotte chez vous, hein? Pas moyen que tu sois un peu aimable, toi. Nous allons nous retrouver sur le pavé d'un moment à l'autre maintenant. Ben, autant que ça arrive aujourd'hui que demain. Oh, j'ai jamais encore rencontré quelqu'un d'aussi lugubre que toi. Par moments, je me dis que tu serais beaucoup mieux morte. Je le sais. Hey, Rocky vous a proposé le coup du mariage, hein? Hey, comment le saviez-vous? Ah, il l'a proposé à tout le monde. Hey, nous l'avons envoyé rebondir, hein? Ben, mariage public, c'est pas tellement désagréable, là. Nous nous sommes mariés comme ça, nous autres. Vraiment? Ben oui! Hey, on s'est mariés pendant un marathon de danse dans l'Oklahoma. Et ça nous a rapporté à peu près 300 piastres de camelote en plus. L'extrait que nous allons vous faire est tiré d'un livre de Grégoire de la Cour, Danser au bord de l'abîme. Alors on retrouve dans un petit bistrot un homme, une femme, qui le fréquentent régulièrement mais qui ne s'étaient jamais parlé. Les voici qui font connaissance. Je tiens une boutique de vêtements pour enfants, mais plus pour très longtemps. Je suis journaliste à La Voix du Nord, les pages culture. Désolée, je lis rarement le journal. J'écoute parfois les infos à la radio. Je peux vous dire ce qui va se passer aujourd'hui, si vous voulez. Ah, je suis impatiente. Le chanteur Cali se produit ce soir à l'Aéronef. La sortie d'un très beau roman d'Isabelle Autissier, une nouvelle bio de Pierre Richard. Ah oui, et l'annulation du permis de construire de la porcherie de Righem va être audiencée, oui je sais, le mot est vilain, au tribunal administratif de Lille. Bon, je suis pas malheureuse de ne pas avoir allumé la radio ce matin. Dites-moi, on parlerait pas, par hasard, dans votre journal, d'un homme et d'une femme réfugiés dans une brasserie? Ça ne me dit rien. D'un homme et d'une femme qui ne devraient pas être ensemble, assis, côte à côte, pour la deuxième fois de leur vie. Lui, en train de contempler la porte d'entrée, et elle, le menu, plaqué sur la vitrine, parce qu'ils n'osent toujours pas se regarder l'un l'autre de si près. Ça ne me dit vraiment rien. Rumeur, alors. Dommage. Je rate un scoop. Avez-vous une idée de pourquoi j'ai l'impression d'être une gamine de 16 ans? Pas la moindre, quoique, en ce qui me concerne, je me sens assez proche d'un ado de 17. Nous voilà bien. Le cœur qui bat plus vite, la bouche sèche, les mains qui piquent. Nous devrions demander à quelqu'un d'écrire nos dialogues, parce que là, c'est vraiment navrant. Vous me troublez. Vous me ravissez. Lorsque vous êtes parti brusquement l'autre jour, j'ai eu peur. Mon mari, vous deux, si proches, j'étais menteuse, j'ai eu honte. Plus tard dans l'après-midi, j'ai eu le cafard. Ça ne m'était pas arrivé depuis l'adolescence, le cafard. C'est doux. C'est une ivresse très particulière, un trouble profond. Assez mélancolique. J'ai à la fois aimé et détesté. J'ai envie de sentir les battements de votre cœur. Approchez-vous. Je n'ose pas encore. Je peux, moi, m'approcher. Je laisserai tomber ma serviette par mégarde. Je me pencherai pour la ramasser. Nous serions alors tout proches. Je m'appelle Emmanuel, mais on dit Emma, sauf ma mère. Emmanuel, Un prénom qui signifie bonne nouvelle. qui signifie aussi Dieu est avec vous. Quoique, en cet instant, c'est plutôt le diable qui est avec nous. Le désir, vous voulez dire. Le désir, le trouble,
L'envie, la peur, les morsures, l'eau, le chaud, le froid, le vertige, l'ivresse, la tentation. Et les Emmanuel sont émotives. Pardon? Les Emmanuel sont émotives. Elles ressentent les choses avec davantage d'ampleur, davantage de poésie. Vous êtes belle quand vous riez. C'est vous qui me rendez belle. J'ai commencé à écrire un livre. Un roman? Oui, Vous lui avez donné un titre? Brasserie André. C'est l'histoire d'un homme marié. Et il rencontre une femme dans une brasserie. Oui, sa vie va basculer. Je crois qu'il a assez envie qu'elle bascule. La sienne aussi. Je crois qu'elle a assez envie que sa vie bascule. Ben, la femme de votre livre, je veux dire. Parce qu'elle est mariée et qu'elle n'aime plus son mari? Non, 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 non. Elle n'est pas du genre à ne plus aimer quelqu'un parce qu'elle aime quelqu'un d'autre. Ni à aimer parce qu'elle se lasse d'être seule. Un nouvel amour n'est pas forcément contre le précédent. Il peut être pour lui-même un vertige irrépressible. Vous avez raison. Je veux dire, elle a raison. Mon livre, c'est donc l'histoire d'un homme marié qui rencontre une femme mariée et leurs vies vont basculer. Oui. Oui. Que va devenir la femme de l'homme marié? Et le mari de la femme mariée. Ah, il va tomber des nues, ne rien comprendre. Il va casser une ou deux choses dans la maison avant de se calmer. Il a la peine changeante. Puis, il utilisera l'argument des enfants. Puis d'autres lâchetés autour de la culpabilité, comme les épreuves traversées ensemble qui devaient cimenter une vie de couple. Elle va également tomber des nues. Elle ne demandera aucune explication. Elle voudra que ça se passe vite. Puis elle aura un immense chagrin, linéaire, infini. Dans votre livre, peut-être que l'homme et la femme mariés devraient se quitter, là, dans cette brasserie, sans que rien soit finalement arrivé, sans qu'ils aient rien griffé. Sans qu'ils se soient regardés d'aussi près. Sans qu'ils aient eu envie d'être plus près encore, jusqu'à se toucher, sentir les battements. Sans qu'ils aient eu envie de s'embrasser. Goûter un fruit, l'écraser entre ses doigts. Envie de se perdre. Envie de s'approcher de l'arbre. Mais en s'approchant, on consume ce qu'on laisse derrière soi. Peut-être qu'ils se quittent finalement. Dans votre livre, dans la brasserie, on peut continuer à vivre avec un désir inassouvi. On peut en mourir aussi. Oui. Savent-ils pourquoi ils s'aiment dans votre livre? À part que sa bouche à lui l'a terriblement troublé. Et que son air triste à elle l'a définitivement envoûté? Non, ils ne le savent pas. C'est ce qui rend la chose magnifique. Mais ce n'est de ne pas pouvoir l'expliquer aussi qui rend la chose odieuse. Davantage encore que n'être plus aimé, c'est n'être plus préféré, plus choisi qui est terrifiant. Donc, c'est l'histoire d'un homme marié qui croise une femme mariée et tous deux décident de ne pas s'arrêter, de continuer leur chemin. Ça ne ferait pas un très bon roman. Ni une très jolie vie. J'entends une larme dans votre voix. Je pleure beaucoup. C'est caractéristique des Emmanuel, vous ne le saviez pas? Le livre commence par un dialogue. Elle lui dit « Je répondrai oui ». Le personnage inspire un peu plus fort que d'habitude. Il sait que sa vie bascule à ce moment précis et il murmure «
Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de question. A-t-il trouvé la question le lendemain? Partons ensemble. C'est la question? Oui. Alors, vous connaissez ma réponse. Qui est là? Les joyeux troubadours! Mais entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leurs veines et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on